Vous trouvez que c'est une concurrence déloyale ou bien vous Non, considérez moi, que ce je sont des gens trouve qui que c'est très perpétuent... bien. J'admire ça parce que chez nous, dans notre branche, ça disparaît lentement. Oui. Est-ce que vous avez pu retrouver les traces, par exemple, de votre origine familiale? Enfin, il y a combien d'années que les Baudets sont dans le monde de la fête foraine? Oh, des côtés des Baudets, je suis déjà paternellement quatrième génération. Oui. Et côté maternel, déjà passé la 8e. Oui. Et vous savez ce que ces gens, ces arrière-grands-parents et au-delà faisaient comme métier forain? Ben, comme ces jeunes artistes font en ce moment. Oui. Ils ont travaillé sur les rues et finalement, il faut dire qu'au début, c'était pas la kermesse foraine qu'on voit maintenant avec des camions, des remorques et tout ça. Mais à l'époque, ils allaient de foire en Hollande par les eaux, par les bateaux. Oui. Et disons qu'en France, en Allemagne, on était un petit peu comme les gens du Far West. On avait une caravane avec bâché. Et puis après, quand on arrivait, on montait vite l'établissement, qui était un établissement qu'on peut appeler à cette époque-là, et on couchait dans les établissements. Oui. Mais sérieux à l'intérieur. Hein. Ah oui, j'ai jamais vu... Ah, écoute, c'est les drogués, ceux qui ont fait... Oui. Rien, et vous m'avez dit une chose tout à fait intéressante, avoir retrouvé la trace de quelqu'un qui était votre arrière-grand-père, je crois, et Oui. qui avait, à la fin du 19e siècle, un métier qui tenait à la fois du métier forain et d'une sorte de métier de médecin, enfin quelque chose qui était entre les deux. Ah oui, ça c'était mon arrière-grand-père. Oui. Il venait donc dans les marchés annuels, et il avait une remorque, et quelques draps autour, il avait un casse-poussière blanc, et alors il y avait des roulements de tambour. On faisait la postiche, ça s'appelle les battleurs. Oui. Et puis après, on vendait des médicaments et des liqueurs pour guérir les dents. Ceux qui avaient une petite inflammation, par contre, il y avait des paysans qui venaient, qui avaient une grosse gueule gonflée par des inflammations. Et puis après, pour montrer que c'était un bon produit qui endormait, on l'invitait, on arrachait la dent gratuitement. Oui. D'où l'expression, j'imagine, de l'époque, enfin, qui nous est restée, mentir comme un arracheur de dents, ça vient de là ou ça n'a rien à voir? Non, loin de là, parce que pour dire que arracher sans douleur, on appelait ça chez nous à l'époque des barons. Oui. Et c'était des gens qui étaient bien habillés, Oui. et qui venaient donc au marché annuel, qui étaient donc de la famille, et soi-disant se faisaient arracher la dent gratuitement. Alors le gars, on lui arrachait rien du tout, il ne gueulait même pas du tout, mais on faisait quand même aller le roulement du tambour. Oui. Et puis après, le gars, il dit formidable, formidable. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils achetaient les médecins, enfin la médecine, les liqueurs et tout ça, et puis finalement, il arrivait à la maison, il prenait une dose, et puis il dit à sa femme, prends la tenaille, arrache-moi la dent. Tu parles, ça gueulait à la maison. Hein. Oui. Ben voilà que est parvenu le baron de la foire. Oui. Hein? L'entraîneur, comme on dit, le baron. Oui. Et quels sont les premiers souvenirs que vous avez, enfin vous-même personnellement, des fêtes foraines? Vous avez travaillé chez vos parents Oui. Tout gamin, vous étiez dans le monde de la foire? Ben, je suis né à la foire de Bruxelles, Oui. il y a 55 ans. Et le 7e jour, maintenant, on a 9 jours, et ben, après la naissance de son enfant. Et puis moi, j'étais à la foire, mon père, il tenait une loterie, et ils m'ont pris, et la mère m'a mis en dessous du comptoir, dans un caisson de pacha, je crois, et des draps de lit, enfin, ce qu'on nommait à cette époque-là des draps de lit. Et vous êtes parti comme l'eau. Et je suis... Non, 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 on n'était pas comme les drogués, là, ils tenaient à leur enfant, quand même. Non, non, loin de là. Donc vous avez été poupée vivante sur le comptoir de la loterie de vos Oui, parents, c'est ça? oui. Bon numéro, quoi. Oui. Oui, c'était le meilleur numéro, quoi. Que des numéros gagnants dans la corbeille. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre après? Enfin, quel genre d'attraction vous avez eu? Oh, depuis l'âge de 5 ans, j'ai fait l'homme automate. Oui. Ce que mon cher ami a fait là-bas. Je trouve ça merveilleux parce que ça me rappelle un peu ma jeunesse. Puis j'ai fait des imitations, Bourvil, Maurice Chevalier, Johnny Jordan, qui était un Hollandais. Oui. Et j'ai tenu des loteries, et puis j'ai tenu des illusions, je monte mes illusions. Oui. Et bon, ben, j'ai choisi cette marche-là, mais... Oui. Pouvez nous faire un peu la petite parade que vous aviez cette année? Enfin, c'était le numéro du loup-garou, je crois. Hein. Oui. Oui. Alors ça se passe comment? Ah ben, on était en parade, on faisait les roulements du tambour. Oui. Et puis après, on faisait attrouper le public, on les faisait avancer, parce que quand ils sont fort éloignés de la parade, c'est difficile à les faire entrer. Hein. Quand ils sont plus près de la caisse, ils sont plus faciles pour aller dans les poches. Et puis après, on fait son petit boniment, quoi. Et, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit? voilà, par sa volonté, sa propre hypnose, lorsqu'il est complètement dans son sommeil, il se métamorphose. Et de l'être humain, il devient un monstre, cruel et sauvage.
Alors on parle un peu forcé avec une voix caverneuse. Et puis après, encore un roulement de tambour et on présente Stephenson Junior. Alors le gars, il se présente, il est bien baraqué. Puis on commence à lui questionner, ça va, oui, ça va, c'est parfait. Tu es encore en bonne forme, oui, merci. Allez, et alors on commence le boniment, que quand il est complètement sous l'effet de l'hypnose, il se métamorphose. Le nez devient un museau, la bouche une gueule, les dents poussent hors de la mâchoire, deviennent des crocs mortels, les membres de son corps deviennent des pattes avec des griffes. Et puis, selon les gens qui sont devant, on les étudie un petit peu. Et puis, quand on voit qu'ils mangent le morceau, on met le paquet. Et quand ils ont avalé le paquet, alors là, pour combler l'affaire, on demande une dame ou une demoiselle pour prouver que c'est réel, qu'il y a une entrée gratuite et qu'elle peut jeter un morceau de viande sur la scène pour prouver que c'est vraiment un monstre qui dévore la viande. Et puis il y a toujours des bonnes petites femmes ou des demoiselles qui sont de bon cœur. Ils montent à la parade, on fait le boniment, elle attrape le trac parce qu'elle est déjà en hauteur, comme on dit la fièvre des planches. Et puis à un moment donné, lorsqu'elle est bien partie, le gars il sort de la grille, il la fait saisir, les gens rigolent, on les fait rentrer et puis le spectacle commence. Et on fait le spectacle combien de fois par jour en saison? Oh, en saison? Oui. Vous faites la parade combien de fois par après-midi et soirée? Oh, une trentaine de fois. Oui. Vous êtes fatigué aujourd'hui un peu de Aujourd'hui? ce métier? Oui. Oh, aujourd'hui, je suis en repos. Oui. Oui. Enfin, ça veut dire 30 fois par jour, des foires qui durent un mois, un numéro qui dure 2 ans, le même texte, bon, c'est... Ouais, le même texte, non, on change, parce que le même texte, les gens, ils en ont marre, et puis ils restent plus stationnés, il faut un peu varier. Et... Oui. Est-ce que vous avez eu des attractions du type des phénomènes de foire, enfin ce qu'on a pu appeler à une certaine époque les monstres de foire qu'on montrait dans certaines loges foraines? Oui. Vous avez fait ce genre de choses? Oui. Quel genre de personnage avez-vous? J'ai eu la femme colosse, oui. À l'époque, avec mes parents, on a fait Pigalle, on a fait Bruxelles. Alors ça, c'était pas des illusions d'optique comme le numéro que non, vous avez mis au point des phénomènes. ces dernières années. Oui. De véritables phénomènes. Oui. C'était des curiosités vivantes. Oui. Et puis j'ai eu le bonheur aussi de travailler avec le Petit Prince. Qui était un phénomène qui était né avec, disons, des pattes d'éléphant. Les bras étaient aussi des pattes d'éléphant. C'était un phénomène formidable. Et j'ai connu Arras, qui a travaillé avec moi, qui était l'homme perroquet. Et je dois dire que ces gens-là, ils étaient très bien dans leur milieu. Oui. Martin Monestier, enfin, je suppose que c'est une matière très discutée, mais pourquoi ne voit-on plus, ou très peu aujourd'hui en Europe en tout cas, ce genre de personnage de foire? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la législation empêche le spectacle. Oui. Alors, dans certains pays, Jeff Baudet m'a appris ce soir que c'était interdit entièrement en Belgique. Je ne savais pas que c'était interdit entièrement en Belgique. En principe, la législation européenne est la même pour l'Angleterre, l'Allemagne, la France, exception faite de la Belgique. Donc, comme je disais, je viens d'apprendre ce soir. On peut se montrer en vertu du droit qu'a tout individu de disposer de lui-même. Oui. Mais on n'a plus le droit de montrer ou de faire montrer des mineurs. Oui. Et pour les monstruosités dites graves, c'est laissé à l'appréciation de la préfecture de police. C'est-à-dire que la législation est très floue. Oui. Et vous avez fait un bouquin qui est tout à fait fabuleux, qui s'appelle Les Monstres. Et c'est une sorte de plongée à la fois dans le merveilleux et l'horrible. Et vous racontez là-bas qu'il y a, au fond, des pays, ou un pays en tout cas aujourd'hui, où ça ne se passe pas du tout comme en Europe, un pays qui est tout à fait fier de montrer les monstres, où on honore, je crois que c'est le mot que vous utilisez dans le livre, où on honore les monstres de foire. Oui, absolument, c'est les États-Unis. Oui. Mais d'abord, on s'entend sur le mot monstre. Oui. Le mot monstre, c'est le mot adéquat, c'est celui qu'on doit employer. Pas bizarrerie, pas phénomène, qui sont des déviations pour ne pas prononcer le mot monstre. Le vrai mot, c'est monstre. Mais il faut le prendre dans son sens étymologique. C'est-à-dire qui montre une différence, qui avertit d'une différence. Depuis toujours, c'est monstre, montre la différence. Montre un avertissement des dieux dans les temps anciens, montre la différence aujourd'hui. Vous voulez dire étymologiquement? Oui, il mérite son nom aujourd'hui, il faut le garder cerné par son propre mot, par son propre nom. L'équivalent américain est Frix, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe de différent aux États-Unis aujourd'hui? Il se passe quelque chose de fondamentalement différent, c'est que les monstres sont mis en exergue dans 4 cirques très très importants, enfin à l'échelle américaine. Chacun de ces cirques est plus important que tous les cirques européens réunis, c'est-à-dire c'est des milliers entre les artistes, les gens qui montent le chapiteau, les conducteurs, etc., c'est des milliers de personnes qui travaillent.
Et avec ces 400 ou 500 artistes, qui sont tous des monstres, phénomènes, les cirques voyagent dans tous les États des États-Unis avec un succès foudroyant chaque année, de plus en plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les phénomènes et tous les monstres américains ou européens rejoignent ces cirques. Pourquoi? Parce qu'enfin, ils vont trouver leur place dans la société. C'est une place spécifique, mais ils sont spécifiques. Moi, je ne suis pas du tout pour nier la marginalité, pour nier la différence. Il faut au contraire affirmer sa différence. Alors, juste une petite parenthèse. Les nains en France se sont regroupés en associations. Pour défendre leur identité de nains, ils ont désigné comme présidente une personne de taille ordinaire. Et je trouve ça d'un ridicule absolu. C'est nier déjà ce pourquoi on veut se battre, n'est-ce pas? Bon. Alors, aux États-Unis, pour finir, de tous les coins des États-Unis, les phénomènes viennent, et dans le cirque, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent la considération, dans une place particulière qui est la leur. Mais il faut dire que l'état d'esprit du public anglo-saxon est tout à fait particulier, si vous voulez, on en parlera un peu. Mais ils trouvent une place particulière, une reconnaissance de ce qu'ils sont, et surtout, ce qui est fondamental, l'autonomie. Parce qu'ils gagnent leur vie. On peut dire que 99,9% des phénomènes sont mariés, donc ils trouvent aussi la logique sociale. Et ils se marient de quelle manière entre eux Ils se marient entre eux. Oui. Ils se marient entre eux, mais pas forcément deux bizarreries ou deux monstres de même catégorie. Mais chacun comprend l'autre et ils peuvent parler des mêmes choses. Et surtout, ils vivent dans un même milieu. Oui, John, vous vouliez dire que... Je veux dire, parce que là, il y a comme un amalgame. Et c'est vrai que c'est très important que de reconnaître chacun dans sa différence, intrinsèque. C'est-à-dire que dans la famille du spectacle, ça englobe beaucoup de choses. Alors là, j'ai peur aussi que...